and I am the program lead for Sub-Saharan Africa at Diplocité. And I would like to begin by extending our sincere gratitude to the organizing team and to our partners, in particular Fondation Lucien Paille and Maison du Brésil, the house's directors, Julie Peghini and Antonio Cesar Pinho Brazil Jr. Not forgetting the respective teams for their steadfast support and collaboration in making this event a success. Those of you who have been here since 2 p.m. have had the pleasure of attending 3 insightful roundtables on the theme of Afrique-Amérique, l'héritage des incidents contemporains. The first session addressed the legacy of slavery and its contemporary impacts on workplace, behavior, and food practices. It was followed by a roundtable on migrants, gender, and labor, and concluded with a rich discussion on arts, memory, and rituals between Africa and Brazil. These panels were conceived and organized by our esteemed organizing team, composed of Valérie Ganem, Katia Tarokela, Julie Peghini, Ijaure Katibel, and Frederick Brun. To each of you, we offer our deepest thanks and congratulations. We now transition to the next segment of our program. It's a workshop organized by Diplocité. For those who are newly acquainted with Diplocité, a brief introduction. Founded in 2023, Diplocité is an initiative grounded in the legacy of the Cité Internationale and de Paris. It seeks to be a space for engagement, learning, and where every voice matters in the pursuit of peace. Our mission is to provide young talents with a space to think critically, to collaborate and promote innovative solutions to today's global issues. In essence, it is a small school of human relations for peace. This workshop, in continuity with today's program, or rather our discussions, will address a range of interconnected topics. This include the return of Afro-descendants and its economic implications, the question of reparations and historical debt, the role of religious institutions, and ongoing legacies of slavery and the arts as a form of resistance and memory. After the workshop, we will welcome Alain de Neuville, professeur de l'Université Bordeaux-Montaigne and Vice President à la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication. He will be speaking about open source intelligence in Brazil and in West Africa. His insights will further enlighten our discussions. We are honored by your presence today and look forward to engaging with your insights and reflections. So the program will be as follows. Sorry. It's all right. So as we said, ideally, we were supposed to start with a keynote speaker, but we're going to start with the collaborative workshops first, and then go to the keynote speakers, and then a discussion after, and a cocktail. So you're welcome. And so, how many commissions do we have, Justine? Finally. About 6? Yeah, we have 6, sorry. So we have about 6 commissions, and each of you has a paper that shows to which commission you belong. So what's going to happen is that we're all going to move to the other side in a few minutes. We're going to move per commission. So we're going to start with the first commission that will sit by the table. How many of you have been to Diplocité events before, workshops before? So you have an idea of how they work. How do they work? How do Diplocité workshops work? It's very interactive. Yes. Really calls people to discuss and share experiments. I participated to an edition about the Arab world. Yes. And I was presenting my association, my uni association. Which is? Assas Monde Arabe. So Assas of the Arab world. Yes. And it was very rich because we met with every association that was sharing the same experiments and the same theme also, so it was very interesting. So I hope it will be the same. All right. So, like he said, our workshops are very interactive. The idea is for us to sit down around a topic and explore it. So for some of you, these topics will be
completely new. Some of you have never thought about these topics, but that should not intimidate you at all. It's actually an opportunity to open yourself up to these new spaces, these new geographic spaces, and the issues that affect the spaces. So, as I said, we're going to go by commission. Can I see the people who are part of the commission 1, please? All right, so I'm inviting you to go ahead and settle down. You'll find an envelope with your commission and your topic on there. It explains everything. So go right ahead, Commission 1. We don't have like a commissioner, I guess, but I can fill the role. Déposité veterans. I'm Pauline and I'm from France. Hello, I'm Italo from Mexico. So I'm Lisa, and as you can hear, I'm French. My name is Mohamed and I'm also French. My name is Jonas and I'm German. The threat of memorialization is, as highlighted in the Brazilian example, contrasts with how countries in the United States show up at that event. But yes, that's why I'm happy to be here. I'm Selena. Everyone is participating, no one is taking over the discussion. We need to be respectful. No censorship. We're going to start with your presentations. Just a quick reminder, we have Commission 1, 3, 5, 6, 7, and 8. And we're going to pretend that this is a democracy. Alright? So let's pretend it is a democracy. And I'm going to ask you in what order you would like to start. Who would like to start? Can we start with 1? No. You're ready to go? Sure. Perfect. You see, democracy works. Yeah. This is democracy. So you have exactly 2 minutes. Exactly 2 minutes. And just to let you know, I am going to be very, very strict on the timing. So be prepared to be kicked out of stage if need be. Absolutely. We have exactly 2 minutes. No, you have 1 minute and 58 seconds. Yes, sorry. I can't read. Okay, so do we switch between us? Or? Okay. All right. Hello. So, we discussed religion, development, and power. Evangelicism and agribusiness in Africa. And basically, we were tasked with discussing this phenomenon of evangelical faith rising in prominence across sub-Saharan Africa, and discuss its implications. Because on the one hand, this religious tradition offers people a sense of belonging, of hope, and so on. But on the other hand, it can also be intertwined with political and economic interests that might be deleterious and might have parallels to historical colonialism and so on. So first, we discussed what was the cause of the rapid growth. And we concluded that it's a combination of, on the one hand, in many countries in Africa, life being hard, and therefore there being a need for spiritual meaning, to get through hard times. And secondly, also that in such environments, it's very lucrative to provide this as a commodity. And that also attracts the kind of interest that like to spread that kind of thing. We also discussed to what extent this phenomenon reflects structural shortcomings in secular development models, and we felt that I got it. And we felt that for all of us. Yeah, but I don't know if we're all going to talk. You want to say something? So basically, we concluded that, okay, in Africa, as maybe most of you might know, is that life is a bit hard economically. So people see religion as a way in which they can be able to go and create meaning out of it. People have used this as a tool to make money, which is not good.
And we concluded also that religion can be an aspect that people can use to move, use to grow and move forward. I'm from Kenya. Bon, je vais faire la différence et je vais parler en français, pour que ça soit plus clair. Alors, je pense qu'ils ont résumé en gros ce qu'on s'est dit. Un aspect, par contre, que je voudrais ajouter, c'est au-delà des investissements que l'Église fait en Afrique, il y a un aspect socio-culturel qui fait qu'aujourd'hui, il existe des conflits. Je prends le cas du Cameroun parce que c'est le Cameroun que je maîtrise. Il y a un conflit qui existe aujourd'hui dans le fait que la culture traditionnelle est en train de vouloir prendre le pas sur la religion. Mais en gros, il y a beaucoup d'investissements. Merci. Thank you very much, Commission. Which commission was this again? Six. Thank you so much. So, who would like to go next? This is a perfect class. This is what I dream about. No wasting time, they just show up. Perfect. So we had the topic of slavery, memory and representation in Brazil and beyond. So we basically discussed how history and commemorization can influence a country's dealing with dark chapters in the past. And we realized that Brazil and other countries have a great difference in dealing with these problems. And our questions were what the difference between history and memory or commemorization is, and how we can compare Brazil's dealing with these problems to other countries. And we first talked about how history is something rather objective and memory is something rather subjective and emotional, and that history is something which we always look in the past, and memory is something we look for in the future, and that there are different types of memory. For example, there are rather effective and rather non-effective types of dealing. Rather effective types of dealing with dark chapters in the past is education, in a big sense, for example in museums, in schools, on social media, and also important but rather ineffective types of memory are arts, statues, etc. And to compare with the other countries, we came to the conclusion that Brazil rather has an incorporated patriotism of the Afro-Americans there, like we have a national identity that includes black people, and the United States has a history of memorization rather, but not an inclusive type of memory, and that we need both at the end. Thank you. Very insightful. Thank you. Next. Perfect. Oh, I was worried that my A students were done. I thought I only had two. So we talked about something connected to the other commission, and also a lot on memory, because our topic was the question of reparations and debt between France and Haiti. And for a small context, Haiti gained independence in 1804, but was not recognized. And 200 years ago, in 1825, France threatened an invasion and extorted a ransom by the Haitian government to not be invaded. And this debt amounts to 21 to 150 billion US dollars in lost development. And what we talked about,
So, So the first thing that we said was that that France, firstly, had to emphasize the role of the Haitian population. That consideration is the first step to rebuild something, because the natural development, like social and political development, had been interrupted. Then we say that the capacity building had to be also invested as general domain, and that it would allow to avoid dependency on foreign aid, and to make it investment had to be done considering Haitians as partners and not only as victims of colonization, etc., because it happened 200 years ago. And yeah, just to also conclude that also the role of international organizations can also try to intervene, and also within the international organizations have a better balance of like power dynamics and of course emphasize the general responsibility of powers, not just with respect to economic, but the overall well-being, including the cultural and other educational and other aspects of life, so that at the end of the day, there's equal partnership and a sort of balance that can be termed as a decent way of reparations. But then I think we also concluded with the question of like, will there really ever be full reparations? Thank you. I was very sure that he comes from where I come from, because I could hear it in the way that he spoke. All right, next. Sorry? 8. Perfect. Let's go. Hi. So our theme was how can the arts and religion serve as a means of resistance? We actually focused more on one question: how has syncretism, which is the practice of combining different beliefs, helped change the spiritual landscape for enslaved people, which kind of led to all sorts of topics, which was a very interesting discussion. And I'm going to give it up to Lena to continue. Okay, so we had a wonderful conversation between an American, a Canadian, a Brazilian, and a French person, so we were kind of right in the middle between everything. So we talked a little bit about these mixed beliefs and what it means for people in Brazil, especially these generally Black immigrants, and what it means for them to be kind of de-rooted from their home to begin with, the origins, and then we talked a little bit more about what it means to actually go back and reroute. So we talked a little bit about controversies of the US and sending, I guess, Black people that came from this transatlantic slave trade back to Africa as a continent. So that's a little bit controversial. So we talked a little bit about that. We talked about the mixing of people and identity and what it means to kind of make identity and home in new places. What it means to kind of set your own identity versus the identity of others, othering other people. So we talked a lot about othering near the end. And atomization, so what it means to be yourself versus kind of being in a tribe. And I think I can pass it on to you, Phyllis.
Yeah, I mean, the one thing that we touched on for the artistic lens was, and the syncretism question was related to the birth of jazz and how the Creole identity, African identity, and the Acadian identity, and all these identities sort of came together to create this beautiful art form that now has sort of been spread across the world and then boomerangs back to the origin. So it goes to Argentina, and it goes to Europe, and then it comes back to New Orleans, and it's sort of this great dialogue that can continue to take place. So it represents sort of the diversity of the group that we had. That we can produce something beautiful from this diversity. All right, next final scene. Perfect. Thank you. Perfect. I'm not sure if you're recording, but Okay. There's something Perfect. Yeah, so we were discussing about the return of Afro-descendants back to their homeland. And so the initial example was about Ghana, and about the fact that many Americans, I guess, former descendants of slaves go back to Ghana, and it's also true for Kenya. And we started there, but then in our group we were from Italy, from Brazil, with some roots also from Morocco and France. And so we talked about Morocco and we talked about Brazil, and what we are talking about is when you return, there is a big economic discrepancy. You can come with a lot of money, with a lot of economic power compared to the population there. So that's a huge advantage for the country because you can build a business, you can invest, which is good, but you can also create tension on the real estate because you're going to increase the price of the housing because you have so much money to buy a house to start with, for instance. So that's more on what people do when they go there, but then we were also wondering a lot about why would people return in the first place? What is the appeal? So we are talking about the fact that it's probably not economic. It's because usually America, Europe, Brazil still have more economic power than you would when you go back to Africa. So if it's not for that, it's probably for cultural reasons and for the fact that you still have these roots within your family and you were transmitted like this part of you. And we were comparing Brazil, where this root seems to be less prevalent. It kind of not disappeared a bit, I guess, like attenuated with time. So people have less of this sense of return than they do in the US, or it's still very important. And maybe that's the end. But yeah, just this difference might be driven in our discussions based on the fact that still in the US there is a lot of discrimination. There was still slave 150 years ago, and discrimination in the law until 50 years ago, compared to Brazil where the assimilation was more complete. The culture, the music kind of mixed with the Brazilian global culture. Yeah, that's it. no, I think you said everything. Thank you. So I believe we still have one more. Justine, yes? Is it your permission? Is that you? No. All right, go ahead. We'll start. Were you alone? I have it in the back. Can you hear me? Yeah, so our topic was agribusiness and evangelicalism. So the first group already mentioned it before. So we're going to skip ahead of that and try and give you a quick overview of what we talked about.
The first thing we talked about is what is evangelicalism, which turned out to be a bit more difficult to define. So rather than talking about it from a theological perspective, we focused on it from a political activity perspective. We thought of these groups as more involved in local communities, which is good from a social activist perspective, but also has the question of, do we want these groups to have so much power and influence? So following that, we talked about a local understanding. So one person talked about Ukraine and the Ukrainian context for faith-based organizations. I talked about Sri Lanka, which has a lot more multicultural groups, but also the different influence they have on local communities. And you talked about Kenya, which has its own unique context. So again, this is, I think, a lot of what the earlier group might have mentioned, but we did have three interesting points. The first one is the state is weak. In certain countries, there is, well, admittedly a lot of tax evasion, and the government doesn't have the proper resources to help local communities. This means that the state cannot provide fully for its citizens compared to maybe a country like America or France. The second point would be the state is not independent. So our politicians are involved with faith-based groups, so this gives, I guess, local churches a lot more influence about running the country. And so you turn to the third point, that in certain countries you don't have an alternative. Rather than having a state having a well-managed resource allocation mechanism, if you don't have these faith-based organization groups, in many cases you just don't have an alternative to be providing resources from rich individuals to individuals who need the help in these local countries. So it's a tricky question, and for many countries, it's the best option that these countries have. Do you have anything to say? I think we're good. Did everyone get a chance to share what they discussed? Yes. So thank you very much for your insights. I would like just to ask a few questions for people who are here for the first time. How did you find the discussions? Was this the first time that you were addressing these topics? Anyone feel free to raise your hand quickly and answer. Was this the first time that you were discussing about reparations? Was this the first time that you were discussing about agribusiness in Africa? Was it? Yes? So it was your first time dealing with these topics? Yeah. But was it intimidating? I didn't find it intimidating, especially because we talked first in smaller groups, and I found it very interesting to have an insight into Brazilian history also, because we always do with American history, but to have it also with Brazilian history is very interesting, and to look at the problems of the history helps us to deal also with the modern problems like in China with the Uyghurs or the genocide that's going on in Gaza. And ladies and gentlemen, that is what the Diversity Workshop concept is all about. It's about exposing you to new topics that you probably never heard about before, never thought about before, but when you sit together with others, you get an opportunity to explore them. And so we're very happy that you got to experience that, and we would love to see you more at Diversity. We meet every Tuesday at the Swedish House, so do not hesitate to join us for more of these experiences, also participating in other events that we organize. Now moving on swiftly to the other part of the evening. I did mention during my speech that we will be welcoming a guest, and then I'll just pull up my notes a little bit so that I can introduce him correctly, right? Yes, so I mentioned that Alain Deveville will be joining us. He's a professor at l'Université Bordeaux-Montaigne and a vice president à la Société Française des Sciences de l'Information et de la Communication. And he will be addressing the topic on open source intelligence in Brazil and West Africa. So, ladies and gentlemen, let's welcome Alain Deveville. Moi, mon but, ça va être d'essayer de vous convaincre, parce que je comprends que je suis aussi face à des jeunes étudiants, des jeunes chercheurs, des gens de
différents horizons, qui ne sont pas potentiellement familiers de l'OSINT, et c'est juste de vous convaincre de faire des enquêtes, des investigations OSINT sur le territoire brésilien et sur le continent africain. Donc j'ai préparé une présentation qui est un peu... non, ça se dit pas, ce sont des arbres. Voilà. Donc j'ai préparé une présentation qui est un peu synthétique, qui va aller assez rapidement, pour vous parler d'OSINT. Quoi? Ah, putain, super. Attends, il faut juste que je fasse encore le temps. Non mais vas-y. Donc pour vous présenter un peu, moi je parle en tant qu'universitaire, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, mais aussi en tant que, slide suivante, directeur d'un pôle recherche d'une association qui s'appelle Open Facto, qui est une association qui va réunir des personnes qui travaillent dans les ONG, dans des grands journaux tels que Le Monde, Mediapart, etc. Des gens qui travaillent dans les services de renseignement, enfin un ensemble, un panel assez important de personnes différentes. Voilà. Et dans ce cadre-là, dernier moment un peu... Non, il y en a encore un après, mais dernier moment auto-promotionnel, on a créé un festival qui s'appelle le Festival OSINT, qui se tient tous les ans à la Gaîté Lyrique, qui est un centre d'art et de culture dans le 3e arrondissement. Voilà. On avait fait des festivals sur lesquels je reviendrai un peu ensuite. Donc, et aussi autrement professionnel, mais auto-promotionnel, mais qui est aussi par rapport à la revue Multitude, qui avait hébergé un premier dossier sur les enquêtes en open source, et pour les personnes qui... Est-ce que je parle trop vite? Parce que je parle français. It's okay for everyone? Posso falar em português? I can speak English. N'hésitez pas s'il y a besoin de choses. Donc le numéro existe aussi en portugais pour les gens qui lisent en portugais, pour la revue Lugar Comum. Maintenant, depuis le début, je vous parle de l'OSINT et vous êtes peut-être en train de vous demander, mais qu'est-ce que l'OSINT? De quoi il nous parle? Donc, l'OSINT, je le définis dans mon livre comme une méthode potentiellement itérative et collaborative qui consiste en la collecte et l'exploitation systématique d'informations provenant de sources accessibles légalement publiques dans le but de répondre à un besoin d'information. Donc, je parle de source ouverte. Pour comprendre ce qu'est une source ouverte, il faut comprendre ce qu'est une source fermée. Ça semble un peu logique. Donc, une source ouverte, concrètement, c'est tout ce que vous pouvez trouver en ligne, sans avoir à hacker une base de données, sans avoir à payer, sans avoir à mettre un mot de passe, etc. Concrètement, tout ce que ma grand-mère peut trouver, ce sont des sources ouvertes. Tout ce que moi, je peux trouver en hackant des choses, ce n'est pas forcément des sources ouvertes. Mais donc, les sources ouvertes, c'est quelque chose qui a longtemps été négligé par la recherche, parce qu'on s'est toujours dit que c'est pas ce qui est vraiment intéressant. Ce qui est vraiment intéressant, c'est les sources fermées, c'est quand des gens vont nous parler, nous dire des secrets, etc., etc. Mais en fait, avec l'explosion des réseaux sociaux, l'explosion d'Internet, il y a un ensemble de sources ouvertes qui existent et qui permettent justement de renverser un certain pouvoir qui donne justement, on est dans l'antiplocité, mais qui donne à la cité un pouvoir d'investiguer sur les États, sur les pouvoirs en place. Pour vous donner un ensemble de types de sources ouvertes, on a les documents administratifs, on a la presse, les contenus générés par les utilisateurs, c'est-à-dire n'importe quelle photo que vous ayez sur Instagram, des vidéos TikTok, etc., des tweets. À partir de là, on peut développer énormément d'investigations. On a des archives du web, la littérature scientifique, les rapports financiers, les vues satellites et les données géographiques, le tracking d'avions et de bateaux et les salons professionnels. Donc un ensemble de données accessibles qui vous permettent de faire des enquêtes. Peut-être que... non. Ouais. Peut-être que pour vous donner un exemple, parce que les sources ouvertes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple à voir, je vais vous montrer un rapide extrait de quelques minutes d'une vidéo qui s'appelle... Tu peux la lancer. Au cas où. Sinon, je peux la chercher sur Internet. Normalement, si tu fais juste un deuxième passage, elle se lance. Ouais. Donc, je vais la mettre avec un peu de son. Mais pas trop de son, comme ça je la commande par-dessus, ça vous permet de comprendre ce que sont les sources ouvertes. Donc on est sur une vidéo qui a beaucoup circulé sur Internet, où c'est un peu une des images violentes, mais on n'a pas vraiment les ultimes moments, mais en fait une femme va être abattue avec ses enfants dans le dos. Cette vidéo commence à circuler sur Internet, sur Twitter, etc., etc. Et à partir de là, on accuse cette vidéo d'avoir été prise au Mali. Et un groupe de journalistes vont commencer à investiguer en se disant mais c'est peut-être pas au Mali. Donc à partir d'un footage qui va durer,
La vidéo où on voit cette exécution, elle dure moins d'1 minute. À partir d'un footage où vous avez vu, on est quand même dans une région désertique. Ils vont réussir ces journalistes à trouver où la vidéo a été prise, exactement, dans quel village, et à réussir à trouver sur une plage de jours de 2 semaines quand l'atrocité et le meurtre a eu lieu. Alors vous voyez, comme ça, on est vraiment dans une zone désertique. Et ils vont réussir à trouver qui a fait le coup, etc. etc. Donc ça peut montrer un peu je vais passer un peu plus vite, mais c'est ce qui peut montrer aussi la puissance des sources ouvertes, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il peut avancer? Non, il ne veut pas avancer. Non. Je voulais juste vous montrer un peu rapidement les choses. Le PowerPoint ne marche pas. Mais en gros, pour vous donner des exemples, ils vont se servir de Ils vont se servir par exemple de la position des ombres des personnes sur le sol pour réussir à définir un cadre horaire. Ils vont réussir à trouver la ligne de paysage qu'il y a derrière pour réussir à trouver où se trouve le lieu, etc. etc. Donc l'open source intelligence, c'est à la fois avoir accès à un certain nombre de données, mais aussi savoir lire les images. Pour vous donner un autre exemple qui a été un peu connu, c'est sur le fait qu'un avion s'appelle le MH17 a été abattu, c'est un avion civil qui allait de la Malaisie aux Pays-Bas, qui explose en 2014 au-dessus de l'Ukraine. Concrètement, à ce moment-là, tout le monde se dit c'est sans doute la Russie. Mais personne n'arrive à le prouver. Ils vont faire une enquête à essayer de trouver quel char a abattu l'avion, où était situé le char et qui était dans le char. Pour savoir qui était dans le char, ils se sont baladés sur des forums de mères de soldats russes qui racontaient où leur enfant était déplacé en Ukraine, etc. Ils vont utiliser les images satellites pour essayer à retrouver où était le char. Donc on voit le char qui avance, à un moment il a 4 missiles sur son toit. Puis quelques minutes après l'explosion de l'avion, on retrouve exactement le même char et le missile, qui sont des missiles qui font plusieurs mètres de long, il y en a un qui a disparu. Donc ils arrivent à partir de là à faire un certain nombre d'enquêtes. Elliot Higgins, qui dirige ce collectif qui s'appelle Bellingcat, est un père de famille qui raconte qu'il s'ennuie chez lui parce que il est à la maison et il doit s'occuper de ses enfants et sa femme travaille. Et donc sa passion, c'est de faire des enquêtes en ligne. Et il va réussir à montrer ça. Et cette enquête va aller jusqu'à la Cour pénale internationale grâce aux travaux de Elliot Higgins. Je pense que tu peux y aller. Autre contexte un peu intéressant qui justement est un peu sur l'Afrique, c'est une enquête qui a été menée par Mediapart, où je ne sais pas si vous avez l'application Strava, qui est une application de jogging. Vous pouvez enregistrer votre jogging. Cette application a ce qu'on appelle la Strava Map. Vous avez une carte des courses qui est un peu partout dans le monde. Ces courses sont principalement situées en Occident, mais vous avez quelques petits trucs en Afrique. Si vous agrandissez, vous voyez par exemple des petits circuits dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et ces circuits correspondent à des soldats français qui font de tours de base. En fait, ils s'amusent à faire le tour des bases. Ils prennent ils calculent leurs courses, etc., etc. Avec cette enquête qui a été faite par Sébastien Bourdon, qui a 25 ans à l'époque, ils arrivent à trouver des bases. Ils arrivent à trouver des bases militaires officieuses de l'armée française, c'est-à-dire des bases qui ne devraient pas être en Afrique, mais qui existent en Afrique. Ils arrivent à identifier des soldats classés secret défense, à identifier leur famille, etc., etc. Donc à partir de données ouvertes, on peut aller jusqu'à identifier des soldats qui sont censés être lâchés. Une super enquête que je vous conseille de voir. Maintenant, qui utilise le ZINT? C'est à la fois les services de renseignement. Les services de renseignement disent que 90% des données qu'ils ont besoin pour faire des enquêtes de renseignement sont faites en sources ouvertes. Donc c'est quand même assez énorme. Le journalisme d'investigation fait énormément d'enquêtes en ZINT. C'est vraiment devenu quelque chose de plus important. De plus en plus important. La justice, il y a des grandes cours pénales internationales. Si vous travaillez aujourd'hui, par exemple, sur les massacres perpétrés en Ukraine, en Palestine, etc., en tant que juge, vous ne pouvez pas y aller. Mais avec le ZINT, vous arrivez à démontrer des crimes contre les droits humains ou des crimes de guerre. Les ONG et les structures militantes sont exactement pareilles. En France, ça va être principalement, par exemple, sur les violences policières. On va utiliser des images dans les manifestations pour voir les violences policières et reconstituer les faits. Le secteur privé correspond à un grand secteur de l'OSINT, c'est peut-être le plus important aujourd'hui, qui fait des enquêtes OSINT à la fois de manière légale, en faire ce qu'on appelle de l'intelligence économique, mais aussi des choses illégales, c'est-à-dire de trouver un concurrent, trouver des failles de sécurité chez ce concurrent, faire chanter des gens pour avoir accès à des brevets, etc. etc.
Et on a aussi les universités, dont moi je fais partie. Pas mal de gens ont des terrains qu'on appelle des terrains empêchés. Aujourd'hui, si vous êtes un spécialiste de la Russie, un peu critique du régime de Vladimir Poutine, c'est très dur d'aller en Russie. Imaginez, ça fait 15-20 ans que vous travaillez sur la Russie, comment vous continuez à en travailler? Bah, vous avez accès à un certain nombre de documents que vous pouvez, que vous pouvez utiliser pour faire des recherches. Et en même temps, je pense que... Ah oui, non, je voulais dire aussi de manière générale, c'est n'importe qui peut faire de l'OSINT, dont des choses qui peuvent vous attaquer vous. Je prends toujours cet exemple qui me semble un peu simple, c'est pour craquer votre mot de passe. Si par exemple votre mot de passe c'est le nom de votre petite sœur et sa date de naissance, moi je peux très bien aller sur internet, récolter énormément d'informations sur vous, le nom de votre animal, où vous êtes né, les noms de vos familles, etc., mettre ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire sur votre mot de passe et faire plein de combinaisons à partir des mots qui vous sont proches. Donc concrètement, si vous avez un mot de passe qui est pour des moyens mnémotechniques un peu faciles à retenir, qui sont des choses de votre quotidien, je peux très bien le craquer très facilement. Et ça, c'est de l'OSINT. Donc l'OSINT, c'est à la fois des choses d'émancipateurs, les citoyens peuvent enquêter sur les crimes de guerre, les crimes d'État, mais c'est aussi un certain nombre de personnes qui peuvent s'attaquer à vous à partir des données que vous laissez en ligne. Maintenant, assez rapidement sur les terrains en Afrique et au Brésil, je vais plutôt vous donner quelques outils en vous essayant de vous convaincre de faire de l'OSINT, parce que c'est incroyable. Et voilà, après on pourra avoir des discussions plus larges. Donc quelques outils généraux, pardon, je l'ai fait ce matin, je l'ai fini tout à l'heure, donc il y a une faute d'orthographe énorme, vous ne l'avez pas vu. On passe. Des outils généraux d'auto-formation. Vous avez les cours de l'AFP qui sont à chaque fois, je pense que tu pourras appuyer 2 fois parce que ça va être des vidéos qui vont défiler. J'essaie de faire ça bien. Donc vous avez les cours de l'AFP qui sont gratuits, qui sont en ligne, qui vont vous apprendre par exemple à identifier des lieux à partir de vidéos, à naviguer sur les réseaux sociaux, à comment enquêter sur les enquêtes, sur la désinformation en période électorale. Tout ça, ça va être assez gratuit, les cours sont assez bien faits. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez, comme vous êtes tous bilingues, Bellingcat, qui est cet organe qui a enquêté sur les MH17, qui va vous donner énormément d'outils, plus sur des questions de crimes de guerre, de crimes environnementaux, etc. Vous avez des guides et c'est vraiment ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour faire des enquêtes OSINT, c'est les outils qui vont vous donner. Ça peut être aussi comment analyser un trafic maritime de bateaux pour essayer de montrer qu'il y a une vente d'armes. Il y a une belle enquête qui a été faite là-dessus par Forbidden Stories qui montrait comment la France fournissait en armes l'Arabie Saoudite pour pouvoir plus ou moins massacrer le Yémen, qui est une des pires catastrophes humanitaires dont on parle malheureusement pas beaucoup. Ils arrivaient à analyser comment le bateau partait de la France, il était très enfoncé dans la mer, ce qui voulait dire qu'il était très chargé, et quand il revenait du Yémen, enfin quand il revenait de l'Arabie Saoudite, il n'y avait plus du tout de poids, et en même temps on retrouvait sur des images satellites les canons César, qui sont de production française, pour bombarder le Yémen. Voilà. Donc c'est des outils qui peuvent aussi être intéressants à partir de... Vous avez le Global Investigative Journalism Network, qui va fournir énormément de données, de méthodologies pour travailler. Il est disponible dans une quinzaine de langues. Tout le monde n'a pas les mêmes, toutes les langues n'ont pas les mêmes informations, mais en tout cas en français, en anglais, en portugais, vous avez accès à un certain nombre d'informations sur comment investiguer sur l'extraction minière illégale, sur l'extraction de pétrole illégal, etc., etc. Et moi, je fais partie des gens, en tant qu'universitaire, je considère que les outils d'investigation journalistique doivent aider à faire de la recherche et que c'est pas quelque chose qu'on va mettre de côté parce que c'est du journalisme. Au contraire, c'est une manière de trouver des informations que les universitaires n'ont pas et qu'il faudrait qu'ils commencent à se former là-dessus parce qu'il y a vraiment des informations à trouver. Et sinon, rapidement, vous avez le protocole de Berkeley qui est disponible dans toutes les langues de l'ONU, enfin du Conseil de sécurité de l'ONU, qui permet d'investiguer sur les crimes humanitaire dans le but de demander une accountability d'un point de vue juridique. Et donc ça est toute une méthode qu'on va vous expliquer comment faire afin que vos ressources et les preuves que vous récoltez puissent servir dans le cas de procès de crimes de guerre, de crimes contre le droit humanitaire et de crimes contre les droits humains. Voilà. Maintenant, sur le côté africain. Déjà, moi je me bats avec mes amis qui font l'OSINT à leur expliquer que l'OSINT c'est des outils qui sont très utiles mais qui ne peuvent pas remplacer une connaissance du terrain. Moi je peux très bien faire une enquête sur l'Afrique, sur n'importe quel pays d'Afrique. J'ai besoin de personnes qui connaissent le territoire pour pas moi-même me faire tromper. Donc
par des biais, par des a priori, etc. Une des enquêtes qui a été intéressante là-dessus, c'est Bellingcat qui le disent. Ils se renseignent au Tchad sur un conflit armé, sur une île du lac Tchad. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a des fumées sur une île du lac Tchad avec des images satellites. Et donc ils se disent, s'il y a de la fumée, c'est vraiment qu'il doit y avoir un conflit, parce qu'il n'y a pas de conflit sans feu ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils se disent, voilà, les images satellites prouvent ce qu'on nous a dit, il y a un conflit. Et là, il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu sur le lac Tchad, il dit, non, en fait, ces feux, c'est une méthode d'agriculture. C'est une méthode où on brûle le champ pour ensuite le rendre plus fertile. Et donc, l'idée de quelqu'un qui connaît bien le terrain lui permet de se défaire des biais qu'on peut avoir à distance. Donc, tous les outils que je vous donne nécessitent aussi une sorte d'ancrage local, de travail avec les populations locales, afin de pouvoir justement faire une enquête qui soit pertinente. Vous avez une question? C'est une question que je peux répondre. Dans le... On pose des questions au fur et à mesure. Oui, il n'y a pas de problème. S'il y a une question, je peux répondre. Alors, moi je m'interroge sur la donnée de Ouais. Je suppose que vous récoltez la donnée, vous la mettez quelque part. Ah oui. Du coup, comment est-ce que, en termes de localité de données, c'est-à-dire que vous mettez la donnée qui est validée, c'est ça, après vos enquêtes. Maintenant, est-ce qu'il existe des API qui permettent de récupérer ces données-là pour faire d'autres travaux? Ça dépend. Ça serait très intéressant d'avoir déjà une donnée qui est validée et puis on l'utilise. Est-ce qu'il existe des API? Ça dépend. Il y a des API, par exemple. Le problème, c'est que c'est souvent des enquêtes qui vont être un peu secrètes, dans le sens où si on est en train d'enquêter sur un crime de guerre ou un crime commis par un État, on essaie de ne pas rendre public tout de suite les données avant d'avoir rendu public l'enquête. Ce qui me semble un peu logique, parce que les services de renseignement des États peuvent aussi très bien savoir où vous en êtes. Il y a un problème. Donc voilà. Mais après, il y a pas mal de gens qui vont faire fuiter des données en disant faites ce que vous voulez, les données existent, à vous de les regrouper. Ensuite, pour la question des API, il y a énormément de plus en plus de réseaux sociaux qui rendent plus accessibles leur API et qui justement ne permettent pas d'avoir des extractions de données. C'est le cas de X, qui pendant longtemps a été une mine d'or pour les OSINTers et qui maintenant est totalement fermée. Donc on doit varier. Ensuite, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Quand on est sur des images satellites, vous allez sur Google Earth, sur Google Maps, vous avez accès à un certain nombre de données et vous avez juste à faire des captures d'écran de ces images satellites pour avoir accès à vos données. Donc, ce que nous on fait en tant qu'OSINT, c'est qu'en général, c'est assez basique. On est sur des tableurs Excel avec des images, des descriptions, des liens. Et c'est tous ces tableurs qui ensuite permettent de regrouper et de faire des enquêtes. Parce que le vrai problème qu'il y a dans l'OSINT, c'est que Internet, c'est des millions et des millions de contenus. Il faut réussir à le faire de manière rigoureuse et soignée afin de ne pas se perdre dans ces données. Et donc il y a toute une démarche qui s'appelle le cycle du renseignement, c'est ça le nom qu'on donne, qui permet justement d'avoir une méthode pour faire de l'OSINT. Ce qui va distinguer une personne qui fait de l'OSINT d'une personne qui navigue sur Internet, c'est cette méthode. Et cette méthode, elle s'apprend comme n'importe quelle méthode scientifique. Est-ce que ça répond à votre question? En partie, parce qu'en fait, je vous disais, si tu dois faire un travail et tu as plusieurs sources de données, donc tu es obligé de faire plusieurs API et plusieurs callers. Alors que vous avez déjà fait le travail et vous avez la source de données qui est centralisée. Donc, dans mon taf, je vais utiliser une seule API pour pouvoir prendre les données et faire ce que je veux. Parce que c'est ça l'intérêt. Maintenant, si c'est que vous me dites qu'il va falloir à chaque fois refaire des crawlers pour les différents sites. En fait, ça dépend l'enquête qui va être faite et ça dépend avec qui vous travaillez. Là, je vais vous présenter d'autres bases de données qui existent déjà, mais tout ne va pas forcément répondre à votre problématique à ce moment-là. Donc oui, vous devrez sans doute soumettre après, avant d'avoir quelqu'un qui travaille exactement sur votre question. Donc là, une fois, pour le continent africain, dans le premier festival, non, juste une fois normalement, hop, comme ça la vidéo va se lancer. Non. Donc dans le premier festival, on a fait une table ronde sur
sur l'OSINT sur le continent africain, qui était assez intéressante, avec Julia Ntumba, avec Lou Osborne et Martial Manet, sur justement comment on pouvait faire de l'OSINT sur le territoire africain. Et il y a énormément de choses qui sont intéressantes. C'est un des continents peut-être les plus intéressants aujourd'hui pour faire de l'OSINT, pour une question d'ouverture de données, etc. Et la table ronde est en ligne sur les audioblogs d'Arte. Vous pouvez le trouver et l'écouter si ça vous intéresse. Autre base de données, on peut passer. Vous avez toujours pareil, deuxième fois. Vous avez le PLAF, qui est la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, qui va faire énormément pour protéger à la fois les lanceurs d'alerte, mais qui va aussi donner des bases de données accessibles pour faire des enquêtes. C'est souvent des lanceurs d'alerte qui travaillaient pour des gouvernements, des lanceurs d'alerte qui travaillent pour des grandes entreprises, qui ont capturé énormément de données et les rendre accessibles, c'est ce qu'on appelle des leaks, et qui permettront de faire un certain nombre d'enquêtes, surtout sur le milieu financier, pour travailler sur la corruption entre le milieu politique et le milieu financier. Il y a des choses qui sont assez intéressantes qu'on peut retrouver sur le PLAF, qui est donc une ONG de protection de lanceurs d'alerte. Vous avez aussi All Eyes on Wagner, Wagner, cette milice d'Evgeny Prigojine, Evgeny Prigojine mort, maintenant c'est plus ou moins rentré sous le pouvoir ukrainien, qui a des grandes ambitions en Afrique, qui va alimenter aussi un certain discours décolonial de manière très cynique pour pouvoir eux-mêmes coloniser de manière très concrète l'extraction des terres rares en Afrique. Et All Eyes on Wagner va donner énormément d'investigations, va donner énormément aussi de données afin d'enquêter sur les stratégies de prédation du gouvernement russe sur le territoire africain, principalement d'Afrique de l'Ouest et du Soudan. Comment ça s'appelle, excuse-moi? All Eyes on Wagner. Wagner qui était la milice et All Eyes, tous les yeux sur Wagner. Et bien sûr, parce que justement, il n'y a pas que des perspectives occidentales, il y a aussi il y a des collectifs de journalistes, de thinkers qui sont en Afrique, qui sont structurés, qui font des choses avec lesquelles il faut travailler. Et vous avez le collectif Senozo, qui est des journalistes d'investigation en Afrique de l'Ouest, qui vont aussi vous donner par exemple des bases de données sur lesquelles vous-même vous pourrez aller rechercher un certain nombre de documents qui ont fuité, etc., principalement sur l'Afrique de l'Ouest. Et bien sûr, là vous avez le Global Investigative Journalism Network qui fait des clips spéciaux qui a fait un clip spécial en tout cas enquêter sur le crime organisé en Afrique, qui peut être le crime environnemental, les groupes terroristes, la criminalité en mer, le trafic d'armes, et qui va vous donner vous-même ensuite énormément d'outils pour travailler sur les Afriques à partir de sources ouvertes et investiguer là-dessus. Voilà, les kleptocraties, les autres crimes. Donc ça va être des formes, ça va être des tutoriels de formation sur voilà, j'ai envie d'investiguer le crime organisé en Afrique, comment faire. Et vous avez 9 chapitres pour l'apprendre à faire. Maintenant, le Brésil, je vais aller un peu rapidement. Le Brésil, une des grandes thématiques, c'est les crimes environnementaux, parce que c'est une très grande forêt qui s'appelle l'Amazonie, qui est sujette à énormément de prédation. Donc vous avez par exemple des enquêtes d'un collectif qui s'appelle Forensic Architecture, qui va travailler en OSINT sur les images satellites pour voir à quel point il y a de l'orpaillage illégal de minerais en Amazonie, et comment cette déforestation est en train de bouffer petit à petit l'Amazonie pour faire une extraction de minerais. Tout ça, c'est pas caché, tout le monde peut le voir. Vous pouvez juste aller sur Google Maps, voir comment la forêt amazonienne est différente il y a 10 ans à aujourd'hui. On a un certain nombre de bases de données, des outils de géolocalisation, des outils cartographiques qui vous permettent aussi de vous-même vous en rendre compte. Donc c'est plus des choses qui sont éloignées, où on coupait des arbres et on ne voyait pas. N'importe quel citoyen aujourd'hui peut se dire je fais une enquête là-dessus. Et on arrive très facilement à retrouver aussi les vidéos fournies par les populations indigènes, qui fournissent des captures d'écran, des captures vidéo, des captures photographiques des criminels
qui en même temps de leur pays tuent aussi souvent des populations indigènes. Tout ça soutenu par les gouvernements d'extrême droite comme celui de Bolsonaro et encore un peu oublié par celui de Lula. Vous avez d'autres associations qui vont travailler par exemple sur Fogo Cruzado, c'est les tirs de feu croisés. C'est tous les gens qui vont mourir d'échanges de balles entre les milices, les cartels, etc., etc. Donc vous avez des bases de données qui vont être fournies par Fogo Cruzado qui vont vous permettre ensuite à vous de réussir à savoir qu'est-ce qui se passe et quelles données vous pouvez ensuite potentiellement investir sur les violences policières, mais aussi sur les violences des cartels de la drogue. Et pour finir, vous avez Pega Visaron, qui est qui est assez intéressant aussi, c'est une cartographie des cartels de la drogue à Rio de Janeiro. Rio, c'est une ville très particulière. Vous pouvez prendre une rue, tout va bien, et l'autre rue à côté est dirigée par le commando Vermelho et c'est très dangereux pour vous. Donc en fait, cette cartographie, elle a été faite pour aider les gens à la base à savoir où aller avec leur voiture pour ne pas se faire prendre des balles. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est actualisée au jour le jour. Parce que les cartels ont cette tendance à bouger, à garder des rues, aussi à bouger pour éviter les policiers, etc. Donc c'est une cartographie actualisée de la présence des cartels et des différents cartels. Vous avez le commando Vermelho en rouge, vous avez aussi il y a différents cartels avec différents noms que vous pouvez retrouver. Donc ça, c'est aussi des choses qui permettent d'investiguer en ligne depuis chez soi sur, par exemple, des cartels et la structuration de la ville. Par exemple, c'est des données qui peuvent être très utiles si vous faites de l'urbanisme. C'est pas forcément investiguer pour démonter les cartels, mais juste comprendre la structuration et la construction d'une ville à partir de la présence de la violence sur une carte actualisée au quotidien par les gens qui sont présents sur place. Donc ça, c'est aussi des outils d'investigation intéressants. Et ensuite, voilà, c'était juste pour vous remercier. Et si vous voulez, je peux parler de manière un peu plus théorique, un peu moins pratique, et essayer de vous convaincre de faire de visite. Voilà. Merci. Merci pour la présentation. J'ai suivi il y a quelques mois déjà une formation sur les sciences ouvertes et je pense que ça rejoint les sciences ouvertes. Les sciences ouvertes, ok. Ouais, donc ça rejoint un peu ce que vous avez présenté, mais surtout pour moi ça représente un complément de formation en fait par rapport à ce que j'ai suivi. Mais au vu de votre présentation, je me posais une question, est-ce que les OSINT ne sont pas finalement des sources d'ethos, mais en même temps des matières à générer des conflits sociaux? Je donne un exemple très clair. Au Bénin, par exemple, il y a un média indépendant qui est sur YouTube qui a essayé de prouver à partir de Tinder qu'il y avait des bases militaires françaises au nord du Bénin. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la région, c'est que les Français ont été renvoyés du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Et donc, il y avait quand même dans la conscience populaire que désormais, ils sont au Bénin, puisque le Bénin est pratiquement le seul pays dans la région qui s'entend très bien avec la France. Et donc il y a un média indépendant qui a essayé de prouver, juste en allant dans la région au nord et en allant en fait sur des profils Tinder. Donc ils se sont connectés juste à Tinder en fait, pour regarder quels sont les profils qui étaient présents dans la région. Et juste à partir de Tinder, ils ont pu identifier des profils et déterminer en fait qu'il y avait des bases militaires à la fois françaises et aussi russes qui étaient présentes dans la région. Sauf que après, il y avait des revendications militantes où les gens accusaient la France d'être par exemple à l'origine des coups terroristes qu'il y avait. Donc il y a tout un problème. Et donc le média a été obligé de se dédier plus tard parce qu'il y avait beaucoup de choses, parce que le gouvernement a démenti ce que le média a dit. Donc est-ce que finalement les OSINT, ce n'est pas aussi des sources de génératrices de conflits sociaux et tout ça? C'est une bonne question. L'OSINT, c'est pas un truc en tant que tel, dans le sens où c'est quelque chose qui existe. N'importe qui peut le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment les citoyens peuvent avoir aussi accès à ces outils, parce que je ne pense pas qu'un monde
où seuls les services de renseignement et seuls les groupes terroristes aient accès à ces sources d'investigation sont un monde idéal. Ensuite, le problème c'est est-ce que l'OSINT est génératrice de réseaux sociaux ou est-ce que les réalités que l'OSINT montre sont génératrices de problèmes de tensions sociales. Moi je préfère un monde où on expose les réalités pour ensuite tenter de faire disparaître les tensions sociales plutôt que d'un monde où on se dit je veux pas voir ça. Le cas de Tinder est intéressant. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'un point de vue politique et citoyen de savoir si effectivement il y a des bases militaires françaises officieuses sur un territoire dont la France n'est pas souveraine? Comme quand n'importe à quel moment vous regardez un journal de presse, vous faites confiance à un journal de presse en fonction d'une certaine crédibilité que vous lui accordez. Donc, à partir de là, si vous ne faites pas confiance à ce média-là pour telle ou telle question, c'est autre chose. Ensuite, sur cette question des soldats, c'est intéressant parce qu'ils ont fait exactement pareil en Ukraine pour prouver comment les soldats russes essayaient d'avoir des femmes en Ukraine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se montraient en photo avec de l'arrière-plan ukrainien et donc on arrivait à localiser où étaient situés ces soldats russes et ça a été utilisé par les services de renseignement ukrainiens pour ensuite faire des attaques ciblées contre les Russes parce qu'il y a pas d'informations. Donc l'idée c'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste ça existe, c'est utilisé, mais quand il faut qu'on soit entre les mains de personnes qui visent à faire des choses bénéfiques pour la société et pas des choses qui essaient de provoquer le chaos ou juste des tensions sociales. La voix qui porte. Alors, ça m'amène à poser une question par rapport à la question que tu viens de poser. Quel est le taux de mise à jour des informations? Parce qu'effectivement, le volet qu'il évoque est assez pertinent en termes de stabilité sociale. C'est-à-dire qu'il y a des faits, qu'on ne veut pas à tous les pays au monde, des faits qui vont atténuer et même à la limite cacher pour pouvoir avoir une stabilité sociale. Quel est le taux de mise à jour des informations? Est-ce à dire que OSINT peut se désister ou bien peut afficher une information et après enlève cette information et quand l'information est capturée, comment ça se passe? La question c'est que déjà cette actualisation de la base de données des informations, c'est quand on fait de l'OSINT, on ne se contente pas de regarder une source d'information. C'est le but même de n'importe quelle recherche scientifique ou de n'importe quelle recherche journalistique. On recoupe des informations. Donc il faut qu'il y ait des données qui permettent de dire que cet événement a encore lieu aujourd'hui parce qu'on arrive à le regrouper avec plusieurs informations. On ne va pas juste sortir un truc en se disant ça a eu lieu, on ne sait pas quand, c'est lui il y a 10 ans mais c'est encore lieu aujourd'hui, on n'arrive pas à le prouver. Alors à chaque fois qu'on fait une démarche, on arrive à trouver le fait que ces actions aient eu lieu par exemple jusqu'à 2021. On n'arrive pas à trouver de traces après, mais en tout cas c'est eu lieu à ce moment-là. Et puis sur la question, je pense que c'est intéressant, mais sur la stabilité sociale des informations qui peuvent être cachées, la vraie question, et c'est pas à moi de la juger, c'est d'un point de vue collectif et sociétal, qu'est-ce qu'on accepte qu'il soit caché et qu'est-ce qu'on accepte et qu'on voit comme illégitime? Est-ce qu'on accepte que la corruption soit cachée parce qu'on se dit que c'est la stabilité sociale? On se dit ça, non, la corruption, je ne l'accepte pas, mais peut-être que j'accepte que des services de renseignement pour la sécurité de mon territoire soient cachés. Donc en fait, c'est socialement qu'une population doit décider le degré d'ouverture et de visibilité qu'elle veut mettre en place. Donc là, moi, je ne vais pas prononcer sur d'autres pays que la France, qui est le pays sur lequel je vote, mais c'est une vraie discussion sur la démocratie et sur la transparence démocratique. Une dernière question pour que je sorte pour répondre. Une dernière question. Quelle est la place, quel est l'intérêt de l'outil par rapport à l'IA générative qui est aujourd'hui? Avec l'IA, je peux avoir
s'il y a un analyse ou pas, mais aujourd'hui, quel est le... Tout simplement l'intelligence humaine, que je considère encore quelque chose d'un peu important face à une réponse automatisée faite par une machine. Et je suis un défenseur de l'IA, mais l'intelligence humaine sur le fait de recouper des informations et de pouvoir poser un regard politique qui n'est pas le regard politique et démocratique d'une intelligence artificielle dont les algorithmes de fonctionnement sont fermés, ça me semble encore une chose un peu légitime à tenter de défendre dans notre monde actuel.